Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Brive si vous nous rejoignez. Je suis Pierre Croze du site babelio.com, un réseau social dédié aux livres et aux lecteurs. Vous pouvez y ajouter des critiques, des citations de vos livres préférés ou des dernières nouveautés. Alors je vous propose une rencontre intitulée Des chiffres et des êtres. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas imiter Laurent Romeshko, on ne va pas jouer ensemble, mais on va tout de même parler littérature et mathématiques sous la caméra de Corrèze Télévision. Alors j'ai en effet trois auteurs à mes côtés, autour de moi. Charlie Delvart, un écrivain belge francophone qui vient de publier chez Flammarion un livre très étonnant, Data Biographie. Bonjour Charlie. Bonjour. De nombreux lecteurs ont parlé de ce livre comme d'un ovni, un objet livresque et littéraire non identifié. Et de fait, je crois n'en avoir jamais lu de semblable. Vous présentez votre vie sous la forme de données, de statistiques, d'infographies, de data, de chiffres. Il y a des textes également qui accompagnent ces données. On va en parler ensemble. À vos côtés, Michael Lenay. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes un mathématicien. Vous avez soutenu votre thèse en probabilité, je crois. Et vous êtes spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Certains vous suivent peut-être sur YouTube, sur la chaîne MicMath, où vous avez de très nombreux abonnés qui vous suivent vos vidéos. Vous avez également publié le livre Le grand roman des maths, de la préhistoire à nos jours, chez Flammarion. En 2016, un grand succès de librairie. Et tout récemment, le théorème du parapluie, ou l'art d'observer le monde dans le bon sens. C'est chez Flammarion également. Un livre qui vous invite à parfois changer de point de vue pour répondre à des questions qui paraissent extrêmement compliquées, des questions parfois physiques. Et en fait, elles paraissent compliquées, mais quand on change de focale, en fait, on peut y répondre, on peut trouver du sens, des réponses. Enfin, à nos côtés, Laurent Schaffer. Bonjour Laurent. Bonjour. On va parler physique quantique aussi avec vous, peut-être. Vous êtes un journaliste passionné de sciences et vous publiez votre première bande dessinée et scénarisée d'ailleurs aussi par vos soins, Quantix, dessinée et scénarisée par vos soins, une BD de vulgarisation scientifique. Alors c'est une bande dessinée, c'est-à-dire c'est un moyen peut-être d'appréhender plus facilement certaines questions mathématiques ou physiques également très complexes. On va en parler ensemble. Avec le public et sous les caméras de Corrèze Télévision. J'ai une première question pour tous les trois. Dans votre livre, Charlie, il y a cette phrase, je crois que c'est la première phrase, « J'ai question à tout ». Vous dites d'ailleurs que vous avez toujours eu envie d'avoir le mode d'emploi. Vous avez eu besoin d'avoir le mode d'emploi. Alors c'est une question que je pose à vous trois. C'est peut-être un point commun. Est-ce que vous pouvez chacun m'en parler? Vous avez tous les trois été très curieux depuis l'enfance. Peut-être Charlie pour commencer. Oui, mais je crois que la littérature en fait sert à ça aussi, en fait, sert à continuer de se poser des questions. Et je trouve que la question elle était la base de la littérature, en fait. Elle l'est dans ce livre-ci, mais même pour Kundera ou pour plein d'auteurs, en fait, ce qui compte, c'est de poser les questions plus que de trouver les réponses. Oui, je crois que c'est assez naturel d'être curieux de tout. Les petits-enfants sont tous curieux de tout. Assez spontanément, ça fait vraiment partie de la nature humaine, cette volonté de comprendre. On a un monde autour de nous à explorer et on se pose des questions très naturellement. Et donc oui, on a naturellement question à tout. Et puis même quand on trouve des réponses, les réponses sont à leur tour des questions parce que la science, c'est jamais terminé et il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Oui, pareil. En fait, j'ai choisi la carrière de journaliste parce que j'étais curieux et un journaliste est par essence curieux de nature. Il est spécialiste en rien généralement. Il est là pour porter l'information. Il y a une sorte de magma de choses qu'il doit soigner, transformer, mettre en forme pour les transmettre au grand public. Et c'est ce que j'aime faire. Et il faut évidemment une curiosité initiale pour le faire. Alors, un mot peut-être sur la naissance de chacun de vos livres. D'abord, Charlie, je parlais d'Olney, d'objets littéraires non identifiés. C'est un thème qui revient souvent dans les critiques. Est-ce que vous nous parlez de ce genre littéraire? Qu'est-ce que la data biographie? L'idée était de cerner ma personne et de cerner via moi toute personne à travers une série de ratios pour essayer de rendre lisible ce qui faisait une vie et de chercher à comprendre. L'idée est née en lisant un bouquin de Harari qui s'appelle Homo Deus, où il comparait le nombre de loups sauvages sur la Terre comparé au nombre de chiens domestiques. C'était 200 000 versus 400 millions. Et on arrive en fait avec un simple ratio
à comprendre ce qu'on avait perdu en animalité, en sauvagerie dans le monde. Et je me suis demandé quel ratio je pouvais appliquer à moi et l'agrémenter de texte pour que ce soit la partie biographie. Et donc j'ai commencé à lister le nombre de spermatozoïdes que j'ai produits par rapport au nombre d'enfants que j'ai eu. Et je trouvais que ça rendait assez clair les possibilités de vie aussi. Donc l'idée était de cerner ma personne, sans fait saillant, mais donc qui faisait quand même une vie à travers ces ratios. Mais les écrivains n'aiment pas trop les maths, généralement, si? Non, mais j'aimais assez bien l'idée de faire un livre avec des chiffres. Je trouvais ça assez antinomique. Et puis je trouve que c'était un nouveau biais. Après ça reste de la littérature parce que ça reste une démarche choisie avec des ratios qui peuvent être poétiques également. Et puis ça reste une construction, mais ça va dans la lignée de littérature avec principe, comme elle l'est chez Pérec ou comme elle est chez Édouard Levé. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de voir sa vie presque entièrement résumée par des chiffres? C'est hyper relaxant. C'est relaxant parce qu'en fait c'est une manière de faire un bilan, mais avec une manière d'objectiver la chose, de se dire c'est quoi la différence entre l'image qu'on se fait de soi et puis finalement la réalité de ces données qu'on arrive à calculer et qui finalement permet de faire un point assez précis. On va parler d'ailleurs des calculs un peu après, comment vous avez exactement fait toutes ces données, comment vous les avez retrouvées. Laurent, c'est votre première BD de vulgarisation. Comment est-ce qu'elle est née exactement? Que vous choisissez de vulgariser des concepts très bien. Alors pourquoi à travers la BD? Alors la BD est un formidable outil pédagogique pour détourner un slogan de Paris Match, c'est le poids des mots et la force ou le choc des images. Et l'image permet de synthétiser, de mettre en forme, de rendre plus concret des aspects très abstraits de la science. Et le texte soutient l'image et inversement. Et je pense que c'est vraiment un excellent médium. C'est d'ailleurs la BD de vulgarisation scientifique a d'ailleurs le vent en poupe. Et j'espère que ça va continuer. Personnellement, moi, j'ai voulu faire cet ouvrage parce que c'est peut-être l'ouvrage que j'aurais aimé lire quand j'avais 15 ans. Donc c'est un ouvrage qui s'adresse, je dirais, aux jeunes adultes et adultes. Je trouve qu'on manque de médias, de supports qui expliquent la science. Et voilà ce que j'ai voulu faire. Et je suis personnellement passionné de sciences depuis une quinzaine d'années, de physique quantique et de relativité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne savent pas de quoi ça parle, bien que ça ait été découvert depuis 100 ans. Donc j'ai voulu, c'est une sorte de passerelle entre le monde de la recherche actuelle et le grand public. On va après entrer un peu plus dans les détails sur comment vous avez créé aussi la bande dessinée. Michael, peut-être un mot sur un média. Des médias de vulgarisation, il y en a notamment sur YouTube, c'en est un pour vous, ça l'a été. Avant de parler peut-être du livre, qu'est-ce qui vous a amené sur YouTube? Il y avait cette idée de vulgariser, d'avoir un média où on peut s'exprimer facilement avec un public? C'était pas du tout aussi réfléchi que ça, c'était un peu par hasard. En fait, moi je suis passionné de maths depuis tout petit. Et au cours de mes études, j'ai commencé à participer avec des associations, à montrer des mathématiques aux gens, à aller sur des stands, à expliquer. Et puis, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, je me suis dit, je vais tester plein de trucs. Voilà, je vais faire des ateliers dans des classes, je vais essayer de faire des ateliers périscolaires, je vais essayer d'écrire des livres. Et puis, parmi les différentes idées, il y a un moment donné où faire des vidéos sur Internet est venu. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur Internet qui parlent de science. Et je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Puis finalement, ça a pris une ampleur que j'imaginais absolument pas au départ. Et donc voilà, c'était un petit peu par hasard dans un foisonnement de... Voilà, j'aime parler de maths de plein de façons différentes, donc pourquoi pas aussi en vidéo. C'est un peu pour rejoindre peut-être ce que disait Laurent sur l'idée de trouver quelque chose que vous n'aviez pas, vous, en tant que public, d'avoir ce type de médias qui parlent avec des questions réfléchies et des abordées. Alors c'est vrai que quand j'étais petit, on avait des émissions à la télévision ou des dessins animés qui parlaient de science, mais c'est vrai que les mathématiques étaient souvent un petit peu mises sous le tapis. Et quand j'ai commencé à aimer les maths, je me suis rendu compte à quel point, jusqu'au lycée, je ne savais pas à quel point les maths c'était passionnant. C'est-à-dire que j'aimais bien ça à l'école, mais je ne me rendais pas compte que c'était une discipline qui pouvait être intéressante pour elle-même, vraiment, sans se dire « Ah, on va l'appliquer à autre chose » et c'est juste le côté technique. Et effectivement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais il faut que tout le monde le sache, il faut que ça se diffuse, et il y a déjà des gens qui ont commencé à faire ce travail de passer les mathématiques. Et oui, c'est essentiel d'aller comme ça. Et puis forcément, les vidéos, c'est très visuel, ça permettait de montrer les choses de façon ludique, de montrer des jeux, de montrer des tours de magie, de montrer des belles figures géométriques qui bougent. Donc c'est quelque chose d'assez attractif.
Et alors après, vous avez publié des ouvrages. Alors le premier que je citais, c'était le grand roman des maths. Il y a eu celui-ci ensuite, donc le tome de Parapluie qui vient de sortir. Une approche est très différente, ou est-ce que c'est la même idée de s'approcher au plus grand nombre et de leur montrer que les maths, c'est excitant aussi? Ah oui, le ton des livres est assez similaire. Ça s'adresse au même public. C'est-à-dire vraiment tous les curieux, qu'on soit scientifique ou non, qu'on ait déjà des bases dans ce domaine ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de technique. Moi, je ne suis pas prof, c'est-à-dire mon but, ce n'est pas d'enseigner les mathématiques, d'apprendre à savoir faire des choses, mais juste à raconter des histoires, à raconter les mathématiques et à montrer comment est-ce qu'on peut être émerveillé par cette discipline. Après, forcément, l'histoire, ce que je raconte n'est pas la même. Le grand roman des maths, c'était l'histoire des mathématiques. On partait de la préhistoire et puis on avançait chronologiquement pour arriver jusqu'à nos jours et on voyait comment toutes ces petites idées étaient nées et pourquoi, quels étaient les enjeux, quoi. Comment ça se fait qu'un jour, quelque chose est né dans l'esprit d'un être humain qui s'est dit « Tiens, je vais inventer les nombres négatifs. Mais qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête ?» Et puis le théorème du parapluie, c'est moins chronologique, il y a quand même encore de l'histoire, mais c'est plus l'idée du changement de point de vue. C'est se dire, mais des fois, il y a dans l'histoire des sciences des problèmes qui paraissent intensément complexes. On se dit, on ne va jamais y arriver, on ne va jamais comprendre ce phénomène. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, mais si ce problème, au lieu de le regarder comme ça, on le regardait comme ça, eh bien d'un seul coup, tout s'éclaire. Et ces déclics-là en science, ils sont tellement satisfaisants, ils sont tellement source de jubilation, de se dire, mais ça y est, j'ai compris, il y a une sorte de déclic qui se provoque dans notre esprit. Et en fait, ces déclics-là, ces idées géniales, il n'y a pas besoin soi-même d'être génial en sciences pour les comprendre. C'est des idées que tout le monde peut comprendre, mais par contre, il fallait la trouver, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait trouver la bonne façon de le voir. Alors, se décaler pour appréhender la science pour vous. Est-ce que les data, pour vous, Charlie, a aussi un moyen de trouver un angle pour parler du monde, pour parler de vous et aussi parler du monde? Oui, parce que en fait, je trouve que pour comprendre le livre, en fait, le livre est fait de 153 graphiques qui sont autant de ratios. Et que ça, c'est la base du livre. En fait, la base du livre, c'est ces données qui sont comme des little data. À une époque où on prenait nos données, l'idée était un peu à la blague de se dire, moi, je donne les miennes. Et surtout, je trouve que oui, ça permet en fait, en cadrant les choses, de se situer dans le monde en fait. Alors ça parle de moi, mais c'était pas important. Ça parle d'un sujet occidental de 44 ans, et là-dedans, il est coincé, ou il est mis, ou il est au-dessus, ou il est dans un monde qu'il s'agit d'investiguer. Et c'était l'idée de se placer dans un ensemble. Donc il y a parfois des moyennes plus générales, mais c'est pas le but du livre non plus, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on a fait de sa vie en 44 ans et comment est-ce que des données peuvent éclairer les choix qu'on a fait ou les choix qu'on n'a pas fait, ou les directions qu'on n'a pas prises. Un exemple de data, d'information, c'est sur le bandeau. C'est assez drôle. C'est la surface que j'aurais pu acheter avec le budget dédié à ma psychanalyse. Alors c'était 55 mètres carrés à Athènes, 6 mètres carrés à Shanghai, 10 mètres carrés à Paris, 7 mètres carrés à New York et 15 mètres carrés à Berlin. Donc voilà, c'est des exemples de data et qui disent des choses sur le monde. Oui, mais là, dans l'idée, en fait, ou parfois ça dit des choses poétiques, et c'est là où ça redevient de la littérature, c'est que ça m'amusait de convertir en mètres carrés comme si, avec une psychanalyse, on créait un territoire sain à l'intérieur de soi et qu'on pouvait le mesurer soudain. Une question peut-être d'ailleurs pour tout le monde, ce sont vos propres interrogations qui sont à la naissance de vos livres et de vos livres de bande dessinée, ou est-ce qu'au contraire c'est l'occasion aussi pour vous de chercher à comprendre des choses que justement vous ne comprenez pas? Mais moi j'ai l'impression que tout travail d'écriture, c'est un travail de digestion. C'est-à-dire qu'on reçoit, et encore plus aujourd'hui, des milliards d'informations, et on essaye de les processer, de leur donner un sens, de leur donner une direction, et c'est que voilà, que ce soit un bilan personnel ou un bilan de vie ou expliquer les mathématiques, on essaye de réunir ces informations éparses en une sorte de continuum qui nous donne nous du sens là-dedans, ou qu'on arrive à digérer. Sinon on est bombardé. On prend n'importe quel réseau social, on reçoit en une seconde une image qui vient de Hawaï, et puis la seconde après, on parle d'un sujet politique, et puis il faut arriver à remettre ça et à redonner du sens à ça, en fait, je trouve. Et c'est le but de la littérature aussi. Je vous pose aussi la question, c'est des sujets que vous maîtrisez parfaitement, ou au contraire, c'est l'occasion, c'est ah bah ça y est, je vais essayer de comprendre, justement, à travers ces ouvrages? Oui, alors moi, en fait... Effectivement, une question qui était sous-jacente à ce livre, c'était qui sommes-nous? D'où venons-nous? Car la relativité et la physique quantique ont pour la première fois soulevé un coin de voile sur notre propre humanité en montrant des règles universelles qu'on n'avait jamais découvertes. Et le fonctionnement de l'infiniment grand et l'infiniment petit sont sensiblement différents de ce qu'on expérimente tous les jours ici. Et quelque part, ça nous amène à des questions ontologiques, philosophiques, sur le sens de la vie. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai appris en chemin, en fait, en réalisant cet ouvrage.
Je pose aussi la question, Michael. Oui, ben, en fait, si j'ai envie de transmettre un émerveillement, effectivement, il faut moi-même que je sois émerveillé. C'est-à-dire que j'ai envie, quand je lis moi-même des sciences, quand j'apprends des nouvelles mathématiques, des nouvelles choses sur la science, j'ai envie moi-même de dire waouh, mais c'est dingue ça. Et quand je lis quelque chose et que je découvre ou que je pense quelque chose et que je me dis mais c'est fou, alors là je me dis mais comment est-ce que je pourrais le formuler, comment est-ce que je pourrais le transmettre et la notion d'apprendre soi-même eh bien, est vraiment le grand roman des maths. Quand je l'ai écrit, c'est l'histoire des maths. Et quand on fait, moi j'ai une formation de mathématicien, on apprend très peu d'histoire des maths quand on est mathématicien. Et d'ailleurs à l'école on nous apprend très peu d'histoire des maths. Et j'ai appris énormément de choses en allant chercher dans les sources anciennes, en regardant comment les mathématiques étaient faites autrefois. Et oui, c'est absolument essentiel d'être dans cette jubilation soi-même si on veut espérer qu'elle diffuse et qu'elle se transmette aux lecteurs ensuite. Une question, Laurent, quel travail aussi pour tout le monde, quel travail pour rendre toutes ces données très compliquées le plus compréhensible possible? Alors vous, ça passe par la bande dessinée, mais comment est-ce qu'elle est créée exactement? C'est d'abord énormément de documentation. Et oui. Ensuite c'est un texte et ensuite vous faites les dessins. Comment ça se passe exactement? Alors c'est ma plus longue enquête journalistique. C'est vraiment un travail journalistique et en journalisme on a une méthodologie. On doit d'abord sélectionner les sources, aller s'abreuver aux bons endroits, c'est-à-dire il y a une sélection et après on doit trier, on doit résumer, on doit synthétiser, on doit imaginer. L'avantage de la BD, c'est qu'on peut facilement créer des métaphores, des analogies. Comment intégrer tout ça? Comment aussi, je voulais absolument éviter le syndrome de manuel scolaire. Hein. Je voulais vraiment que ce soit une vraie narration, un vrai récit, que les gens prennent plaisir à découvrir une histoire et en chemin apprennent plein de choses sur ces sciences que sont la relativité et la physique quantique. Peut-être Michael également sur toute la documentation, c'est une partie aussi importante que l'écriture ou que l'explication par les vidéos? Oui, complètement. Il faut le fait de se renseigner soi-même, et voilà, comme je disais, d'apprendre soi-même des choses, c'est absolument essentiel d'être sûr, parce que des fois, en science, il peut y avoir des idées reçues qui arrivent, et donc justement, si on veut se remettre en question, il faut se dire, mais comment est-ce que c'était pensé à l'époque où ça a été inventé? Comment est-ce qu'on en est arrivé à notre compréhension du monde aujourd'hui? Et donc, c'est un travail d'enquête pour remonter ses sources et pour se replonger soi-même dans cette histoire. Et alors peut-être un mot sur... Il y a aussi énormément d'illustrations. C'était important d'être le plus visuel possible. Alors c'est pas une bande dessinée comme pour Laurent, mais c'était important d'être le plus visuel possible. Bah, effectivement, oui, c'est sûr que pour comprendre les choses, souvent on conçoit un peu les mathématiques comme un fil un peu linéaire où on va apprendre, il y a des formules qui se suivent les unes aux autres. Et en réalité, si vous allez dans un labo de mathématiques, vous avez des chercheurs qui font de la recherche, qui cherchent des nouvelles mathématiques aujourd'hui, qui sont à la pointe de leur domaine, et vous regardez les tableaux, mais c'est plein de petits dessins, il y a plein de petites figures, il y en a qui sur leur bureau, ils ont des origamis, ils ont découpé des choses dans des feuilles de papier pour visualiser. La visualisation, passer par l'image, c'est absolument essentiel. Et d'un seul coup, on a quelque chose qui permet de concrétiser les mots qu'on a et de se dire un dessin peut éclairer des 1000 mots d'un seul coup. Donc oui, c'est absolument essentiel. Et effectivement, il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre et c'était essentiel pour moi qu'il y ait ça. Charlie, il y a aussi évidemment infographie, de choses très visuelles. C'est pas juste des chiffres. Je le montre encore peut-être à tout le monde, au public et à la caméra. C'est aussi beaucoup d'illustrations. Alors, quel travail sur ces sources-là? D'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce que vous avez calculé? Comment est-ce que vous avez mis en scène ces infos? Pour chaque chose qu'on cherche, on peut arriver à trouver une formule en fait. Que ce soit le nombre de nuits qu'on a passé avec ses parents, enfants, ou le nombre de nuits qu'on a passé seul ou en couple, ou le temps de contact annuel avec ses parents quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On peut savoir combien de temps on a été allaité, combien de temps on voit ses parents par semaine ou par mois ou par an, combien de fois on a un contact avec eux, et tout ça se chiffre en fait. Et pour chaque chose, pour chaque question, j'en arrivais à une petite formule assez simple, où le fait de se remémorer, de se replonger dans le passé, la quête de chiffres était une manière d'investiguer le passé aussi, de poser des questions. Et donc, moi, à la fin du livre, j'ai mis de côté tout ce que j'avais trouvé comme chiffres et je les ai recalculés et j'arrivais plus ou moins aux mêmes choses. Et bon, c'est pas au chiffre près que ça compte, mais ce qui compte, ce sont que les masses soient justes. Ça peut être des chiffres tout simples, nombre de poissons mangés, nombre de poissons pêchés dans ma vie. Je crois que je suis arrivé plus ou moins à un truc juste en fait. Et ça m'intéresse de parler de ça parce que je me dis, voilà, les chiffres seraient différents pour un Inuit, je ne les ai pas, mais par contre je peux comprendre là-dedans mon propre rapport à ma survie en termes de pêche. Voilà. Et le rapport aux images est évidemment essentiel parce que ce qui permet une accessibilité ou une lisibilité qui doit simplifier la lecture des choses en fait. Elle ne doit pas la complexifier, elle doit vraiment simplifier ça.
Alors vous avez cité effectivement certaines des questions qui sont dans le livre, le nombre de poissons mangés, pêchés, 300 pour 4368 mangés. Une question sur comment mettre en scène effectivement toutes ces informations, le choix des textes, enfin des questions en fait. Comment vous avez choisi? Vous avez posé beaucoup plus de questions qu'il y en a dans le livre. En fait, j'avais listé plus ou moins 200 ratios et j'en ai gardé 150. Et puis j'ai travaillé avec une graphiste spécialisée en data visualisation qui avait la contrainte de le faire en monochromie alors qu'elle est habituée à faire des rapports avec plein de couleurs, plein de lignes. Et puis il faut arriver à des formes poétiques aussi. Là, dans le rapport de contact annuel avec les parents, il se fait que sur des zones qui sont justes en termes de proportion, on arrive à une forme de sein maternel. Donc il y avait un travail de poétisation aussi des graphiques, tout en restant exact. Et vous avez aussi choisi des choses qui étaient pertinentes pour... Mais c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez à faire une sorte de recensement, vous devez mettre des choses qui ne sont pas toutes utiles, mais qui complètent l'image. C'est-à-dire ça peut être le relevé de ses dents, à quel point elles ont été modifiées, ça peut être des choses plus existentielles, des choses plus pragmatiques. Il faut essayer d'arriver à couvrir... comme de se mettre au centre d'une sorte de machine qui passe par différents angles et axes. Ça a changé votre rapport au monde depuis que vous l'avez écrit? Non, mais après ça, je suis un peu resté dans un truc de data pour l'instant. Et en fait, j'adore poser des questions, mais je remarque que mes questions, elles sont toujours plus chiffrées pour l'instant. Vous posez d'autant plus de questions maintenant? Il y a plus de... Non, mais je remarque que mes questions vont plus facilement vers le fait d'arriver à trouver des statistiques ou des données. Vous en faites beaucoup, vous, de statistiques, justement, sur le quotidien. Vous avez un rapport aux maths, un rapport au monde qui est très mathématique? Alors, ça dépend ce qu'on appelle mathématiques, parce qu'il y a deux choses différentes entre les mathématiques et le calcul. Souvent, je fais la comparaison, c'est un peu comme la littérature et l'orthographe. C'est-à-dire qu'il y a le côté technique, le côté savoir faire une addition. Il y a des mathématiciens ou des mathématiciennes qui ne connaissent pas leur table de multiplication et ça ne les gêne pas pour leur métier. C'est toujours quelque chose d'assez étonnant. Mais en fait, la mathématique, c'est avant tout une discipline du raisonnement, de comprendre. Et donc ça, oui, j'en fais au quotidien. C'est-à-dire que c'est un peu une façon de regarder le monde autour de soi. On ne peut pas s'en empêcher. Quand on a cette déformation professionnelle, c'est comme, j'imagine, un peintre, où qu'il soit, il voit la lumière, il voit les ombres, c'est un peu automatique au bout d'un moment dans le cerveau. Donc oui, il y a un rapport très quotidien avec cette façon de voir le monde quand on est habitué à faire des mathématiques. Par contre, oui, le fait de chiffrer comme ça, moi, c'est une habitude que je n'ai pas du tout. Et c'est vrai que les chiffres, c'est quelque chose, c'est absolument fascinant. Quand j'ai parcouru le livre, j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah oui, mais je me posais la question, et moi, où est-ce que j'en suis là-dedans? Mais c'est vrai que ces chiffres-là, moi, dans ma vie, j'y fais pas spécialement attention. Ça a changé aussi votre rapport au monde, le fait de travailler sur la physique, de vous intéresser à toutes ces questions. Il y a beaucoup de physique quantique dans le livre, le titre c'est Quantix. C'est le fait de s'intéresser autant au fonctionnement du monde, ça change votre rapport au monde? Oui, alors moi en fait j'ai commencé à lire des ouvrages liés à la physique quantique et à la relativité il y a une quinzaine d'années et ça m'a bouleversé en fait. Et ça m'a vraiment surpris. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que quand j'en parlais autour de moi, les gens n'avaient absolument aucune idée de ce qu'était la physique quantique et la relativité, alors que ce sont deux sciences qui ont été découvertes il y a plus d'un siècle. Et en fait, le truc, c'est que la physique quantique et la relativité font partie de notre quotidien. On ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on a l'impression que cette table, elle est rigide. Messieurs, dames, vous êtes assis sur des chaises qui tiennent bien, tout est bien en place, le monde est statique. Le monde est prévisible. Si je lâche ça sur le bureau, je sais quand ça va tomber, je sais où ça va tomber. Eh bien, je vous l'annonce, le monde n'est pas comme ça en réalité. Le monde, il est mou, il est élastique, le monde est aléatoire et le monde est en mouvement continu. Alors là, vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce qu'il raconte? Appelez la sécurité, qui c'est ce gars? Faites-le sortir. En réalité, tout est une question d'échelle. À notre échelle, tout ça existe en rigide, en statique, mais dès qu'on regarde vers l'infiniment grand, le monde, l'espace-temps dans lequel nous évoluons, il est comme un pudding géant, hein, comme un bout de pudding géant qui est mou comme ça. Einstein en parlait comme d'un mollusque. Donc le temps n'est pas constant, le temps est élastique. Et quand on va vers l'infiniment petit, nous sommes composés de particules qui sont infiniment petites. Donc c'est nous. L'infiniment petit, en fait, on entre dans le monde quantique fait de champs quantiques. Et dans le champ quantique,
eh bien, le champ quantique, les champs quantiques couvrent l'univers entier par définition, et on est dans le monde de l'aléatoire. On n'est plus dans la causalité. C'est comme si une pomme, elle est là, elle est sur l'arbre, elle va tomber. On sait quand elle tombe où elle tombe. Si elle est à un niveau particulier, eh bien cette pomme, elle serait un peu partout en même temps. Et puis, quand on l'observe, elle va tomber. Mais on ne sait pas quand elle va tomber, on ne sait pas où elle va tomber. C'est le monde de l'aléatoire. Et ça fait partie de notre monde. C'est quelque part en coulisses de notre réalité. C'est là, il faut juste le savoir. Et c'est le but de cette BD, notamment. On le retrouve, cette vision aléatoire du monde, quand on analyse sa vie à travers des chiffres, où vous voyez un chemin, quelque chose de très... Non, mais on fait tous sa vie chemin faisant, et on fait des choix, et puis certains sont prémédités, d'autres pas. Après ça, je trouve que quand on fait un bilan après 44 ans et qu'on essaye de voir un peu les fils qu'on a suivis, du coup, on rationalise quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'on redonne de nouveau l'idée de redonner du sens. On le fait a posteriori, et ça peut servir pour la suite. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de bilan d'étape où on se dit, voilà, en fait, on arrive à donner une lisibilité à son parcours et à peut-être un peu mieux comprendre qu'est-ce qui nous a motivés ou animés, et donc qu'est-ce qu'on a aussi écarté de sa vie, et qu'est-ce qu'on peut donc suivre plus facilement derrière. Et un mot sur les textes également. Donc on a parlé des données qui sont des data, etc. Il y a aussi énormément de textes. Chaque donnée, ou presque chaque donnée, est accompagnée d'un texte qui revient sur votre vie, qui donne un autre regard sur ces chiffres. En fait, l'idée, c'était de faire comme des notes de bas de page et de compléter ces chiffres, ou bien de les incarner, et de montrer aussi la limite des chiffres, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est un livre que je trouve tout à fait juste dans sa partie mathématique, mais à la fois, à parler d'une vie, en fait, on se rend compte que les chiffres ne disent pas si vous avez été heureux ou malheureux pendant ce moment-là. C'est-à-dire que si vous prenez poissons pêchés, poissons mangés, vous ne savez pas s'ils ont été bons, si vous avez été heureux de les manger. Et donc voilà, il y a un truc à faire pour donner une sorte de mode d'emploi de comment raccorder des chiffres à sa propre expérience. Alors je disais que les écrivains n'aimaient pas forcément les chiffres. Les mathématiciens, pour un mathématicien, comment ça s'est passé l'écriture du livre? Il y a un plaisir aussi d'écrire ces informations? Ah oui, moi, j'adore écrire aussi. C'est quelque chose c'est deux exercices qui sont assez différents et qui sont assez jubilatoires à mélanger, justement, à se dire comment est-ce qu'on va raconter, comment est-ce qu'on va conter une histoire des mathématiques, alors que souvent, oui, les mathématiques sont plutôt présentées de façon un peu rigide, de façon un peu tout est bien rangé. C'est pour ça que c'est intéressant l'histoire des probabilités aussi. Moi, j'ai fait pas mal de probabilités et parce que j'ai fait une thèse là-dessus, et ce que je trouve dingue avec cette théorie-là, c'est le côté on ne sait pas ce qui va se produire, c'est du hasard, mais on va savoir mesurer très précisément à quel point on ne sait pas ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'on lance un dé, on ne sait pas quel résultat va tomber, mais on sait précisément qu'il y a une chance sur 6 sur chaque résultat. Et puis si on lance 2 dés, eh bien là, cette fois, qu'on fait la somme des deux, le résultat n'est pas toujours le même. C'est-à-dire si je lance 2 dés, il y a plus de chances que la somme fasse 7 que 2. Parce que pour faire 2, il faut forcément faire 1 plus 1. Alors que pour faire 7, on peut faire 1 plus 6, ou 2 plus 5, ou 3 plus 4. Et donc, cette théorie-là, c'est le côté, notre vie, comme pour les datas, notre vie est pleine de petits éléments aléatoires. On ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain. Mais sur 40 ans, eh bien, finalement, on a tous fait des parcours qui peuvent être assez similaires, et on peut avoir des statistiques assez similaires alors qu'on n'a jamais fait la même chose au même moment. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, ce rapport d'une certaine manière d'un déterminisme qui se dégage d'un aléatoire. Vous aimeriez d'ailleurs, Charlie, qu'il y ait d'autres écrivains ou d'autres personnes qui s'emparent de... On a parlé de nouveaux genres littéraires, je ne sais pas si c'est approprié peut-être. Est-ce que vous aimeriez que justement de croiser votre regard avec celui d'autres personnes, écrivains ou pas? Non, ça m'amuserait plus d'avoir les chiffres d'un Inuit, par exemple, ou d'un chef de Papouasie, ou de me dire, tiens, alors il y a des choses qui ne s'appliquent pas, évidemment, la psychanalyse en Papouasie est moins répandue, mais ça m'intéresserait de faire des comparaisons, parce que je trouve que là-dedans se crée aussi une sorte de vision de à quel point notre destin à chacun est sociétal aussi. Il est inscrit dans une société dans laquelle on est, dans un mode de vie, et qu'aujourd'hui, notre mode de survie, c'est-à-dire que la chance de croiser une panthère de neige, on peut le chercher, mais ça nous arrive moins aujourd'hui. C'est-à-dire que donc, notre rapport à la nature brute est évacué. Donc c'est plus ces données-là que j'aimerais récolter un jour. Peut-être, Laurent, un mot sur le choix. Vous avez évoqué certains cas qui sont présents dans le livre. Comment est-ce que vous avez choisi sur quel thème vous alliez parler à travers ce livre? Alors,
quelque part, l'ordre, le déroulement était plus ou moins donné, c'est-à-dire c'est un peu dans l'ordre des découvertes. D'abord, il y a la relativité restreinte, puis la relativité générale, et en même temps, de manière à peu près concomitante, il y a quand même les débuts de la physique quantique, on découvre les choses, et de nouveau, ces sciences sont les grandes découvertes. Et finalement, quand j'y avais parlé de la relativité restreinte et générale, j'allais passer à la physique quantique. Je pensais y consacrer pas mal de pages. Il fallait que j'introduise ça, il fallait que je parle de l'atome. Qu'est-ce qu'un atome, finalement? Juste un rappel ou un apprentissage pour les gens qui n'avaient jamais appris. Et du coup, j'ai consacré un chapitre entier à l'atome, et l'atome est fascinant. Il y a plein de choses fascinantes sur l'atome, notamment qu'il est à peu près il est invincible, il est immortel. L'atome est fait essentiellement de vide. Si cette hale était un atome, eh bien, le noyau aurait la taille d'une mouche. Le reste est vide, ils sont essentiellement faits de vide. Et de l'atome, après, naturellement, comme la physique quantique parle de l'infiniment petit, après, alors je suis parti sur la superposition quantique, et l'intrication, et puis un chapitre qui sert de conclusion. Voilà. Et un mot aussi sur l'écriture, de rendre ça le plus cohérent possible, ça suppose d'être très bref, d'être le plus concis possible. Oui, absolument. Et j'ai dû reprendre certaines pages, je les ai reprises plusieurs fois, parce qu'il est important de faire une idée, une case, une idée. Enfin, j'avais une tendance un petit peu à trop tasser, et c'est déjà assez dense, mais il faut faire attention que, justement, je parlais du texte qui soutient l'image, il faut toujours qu'il y ait un rapport extrêmement rapproché, et puis pas aller trop vite. Même si l'information reste dense, il faut garder un certain rythme à la musique pour qu'elle soit audible. Michael, c'est aussi une question que vous êtes posée en l'écriture du livre, d'être concis, le plus concis possible. Pas forcément la concision, mais effectivement d'aller au but de façon la plus claire et la plus limpide possible. C'est-à-dire qu'il y a une certaine aller à l'élégance d'une certaine manière. C'est-à-dire se dire, il ne faut pas qu'il y ait de choses superflues. Il ne faut pas qu'à un moment donné on s'embourbe dans des explications où on ne sait pas trop où on va. Donc effectivement, il y a un côté trouver la bonne formule, trouver les quelques mots qui vont dire beaucoup en peu de mots. C'est un exercice qui est assez intéressant et qui est aussi assez prenant, quoi, ça peut devenir obsédant de se dire comment est-ce que telle idée on peut la capter de la manière la plus élégante possible. Il y a beaucoup de sources qui sont citées dans vos livres. C'est aussi beaucoup de discussions avec des physiciens, des mathématiciens. Alors moi, pour le coup, je n'ai pas forcément discuté directement avec des mathématiciens parce que, en fait, je parle essentiellement de théories qui sont dans le passé. Donc les mathématiciens avec qui j'aurais pu discuter sont morts depuis des siècles. Mais je suis retourné aux sources. Donc j'ai lu leurs textes. C'est peut-être une façon de discuter avec eux. Oui, bien sûr. N'étant pas physicien moi-même, j'avais évidemment, et ça je l'ai senti dès le départ, il fallait que j'aie la caution d'authentiques scientifiques. Donc j'ai été suivi, j'ai discuté avec un professeur au centre de physique théorique, Monsieur Pilet, qui m'a aidé. Il travaillait pour le CNRS notamment, et j'ai vite senti tout l'intérêt qu'il avait. J'ai parlé avec d'autres physiciens, et quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'ils sont contents de voir ce genre d'objet arriver sur le marché. Ils sont un peu désespérés des filières scientifiques, il n'y a pas assez de monde, ils trouvent que les gens ne sont pas assez motivés. Et j'avais peur un peu au départ que je sois un peu snobé, c'est-à-dire qu'on me regarde de haut, mais enfin c'est qui ce journaliste qui veut parler de physique quantique, et pas du tout. Je l'accueille, un accueil très chaleureux de ces gens qui sont des sommités, et de nouveau ils sont contents qu'on parle de leur travail. Leur travail, c'est aussi des financements, et si les gens ne comprennent pas, si au niveau politique on ne comprend pas de quoi il s'agit, bien c'est peut-être des crédits qui sont coupés. Donc voilà, c'est une modeste passerelle de nouveau entre le monde de la recherche et le grand public. Michael, vous avez constaté aussi cette demande des physiciens, des mathématiciens de trouver des relais qui puissent parler au plus grand nombre? C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et ça fait vraiment plaisir à voir dans les dernières années. C'est vrai qu'il y a encore 10-20 ans, il pouvait y avoir un certain snobisme, même entre collègues, des fois quand il y en a certains qui s'investissaient pour des événements comme la fête de la science, des choses comme ça, en disant on va aller vers le public, c'était un peu mal vu. Et puis de plus en plus, eh bien, effectivement, ça s'ouvre, il y a des collaborations, les chercheurs eux-mêmes commencent aussi,
commencent, et il y en a vraiment beaucoup qui intègrent maintenant le fait que transmettre au public ce qu'ils découvrent, ça fait aussi partie de leur mission, c'est-à-dire expliquer et faire en sorte que ce soit connu. Et puis des collaborations aussi avec les enseignants, parce que c'est essentiel que l'enseignement d'une discipline ne soit pas déconnecté de la recherche actuelle dans cette discipline. Donc oui, il y a une vraie ouverture qui se fait en ce moment de la part des chercheurs eux-mêmes qui vont vers le public de plus en plus facilement, et puis dans les liens avec évidemment les vulgarisateurs, les enseignants, etc. Charlie, vous parlez d'un algorithme que vous avez trouvé, d'une manière de trouver tous ces chiffres qui retracent votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement comment est-ce que vous avez trouvé tous ces chiffres? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un algorithme, c'est des formules en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver pour chaque chose, en se creusant un petit peu, une logique en fait. Et on comprend sous quelle logique on a été articulé toute sa vie. Non, mais c'est-à-dire que vous remarquez qu'il y a des motifs en fait. Toute la vie est faite de motifs et sa propre vie est faite de motifs aussi. C'est-à-dire que vous avez une habitude, ces habitudes se quantifient, se chiffrent, se répètent, et en fait, tant que vous ne changez pas et que vous n'êtes pas dans un autre mode de fonctionnement, en fait, finalement, vous arrivez à trouver assez simplement les masses critiques. Et c'est un vrai travail sur la mémoire. C'est une vraie autobiographie aussi. Oui, c'est vraiment un travail. En fait, je trouve que les questions se posent. En fait, c'est la formule à trouver. Est-ce qui permet en fait d'investiguer et de comprendre par quel chemin on est passé. Il y a un bel truc, c'est sur par exemple la musique où j'écoutais à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire la barre de rap par rapport à la musique classique, par rapport au rock. Quand est-ce qu'on abandonne le heavy metal? Quand est-ce qu'on abandonne le reggae? Quand est-ce qu'on prend... Et donc du coup là-dedans, ça vous oblige à vous remémorer chaque instant de votre vie. Et voilà. Mais alors, du coup, par exemple, il y a une question simple, c'était combien de fois on m'a appelé papa et combien de fois j'ai appelé mon père papa? Et ça paraît stupide, mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut arriver à calculer combien de fois mes enfants me le disent. Mais d'abord, quand j'avais qu'un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants, combien de fois moi je l'ai dit à mon père. Enfin voilà, mais vous arrivez à le trouver. C'est combien de temps pour écrire le livre et trouver justement à la fois les formules Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé par les chiffres, et j'ai fait d'abord que les chiffres, et puis après, pour faire ce travail avec la graphiste, et puis c'est qu'après coup que je me suis demandé quel texte illustrait ça. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que le public a des questions? Une question peut-être. N'hésitez pas à lever la main et à poser une question, un thème qu'on n'aurait pas forcément abordé ensemble. Peut-être un mot sur la suite. Vous allez continuer, Laurent, sur d'autres ouvrages de vulgarisation scientifique à travers la bande dessinée? Oui, la suite est en cours. Je vais parler de choses dont je n'ai pas pu parler dans le premier. Il y aura un point de vue un peu plus cosmologique, et le fil rouge sera toujours le même, c'est-à-dire un ancrage dans notre réalité. Donc je vais garder la même famille, traiter avec de l'humour aussi. L'humour permet de justement relativiser beaucoup de choses. Et voilà. Même question, hein, Michael. Est-ce que vous allez continuer à vulgariser aussi, alors à travers votre chaîne et aussi à travers des livres? Oui, aussi, oui, j'ai envie de continuer à en écrire. Après, il faut toujours pour chaque livre essayer de trouver le point de vue, trouver l'idée, le fil conducteur qui va faire qu'on va raconter une histoire de façon cohérente et en amenant à un endroit qui est intéressant, en passant par des endroits qui sont intéressants. Mais oui, après, je suis toujours en recherche de ça, et j'ai bien l'intention d'en écrire d'autres. Oui. Et votre activité sur YouTube alimente les livres? C'est vraiment deux choses distinctes? Oui, c'est vraiment de l'autre? C'est 2 exercices très différents. Les pastilles en vidéo sur YouTube, ça dure quelques minutes. Et il n'y a pas le temps de s'installer et de se dire « Ah, on va commencer par parler d'un sujet, puis après on va aller sur un autre sujet, puis on va se rendre compte qu'en fait il y a un lien entre les deux. » Donc le livre, ça permet vraiment de s'installer sur la longueur et de montrer des liens, de montrer des théories dans leur ensemble, et vraiment de comprendre des choses bien plus en profondeur que dans des vidéos. Charlie, est-ce que vous allez... Alors, ça a 44 ans que vous avez écrit ce livre-là. Est-ce que vous comptez ou pas dans certaines années actualiser peut-être Non, ça m'amuserait de le faire à 88 ans, ou juste avant de mourir, comme ça j'aurais des chiffres pour inscrire sur ma pierre tombale, mais ce seraient les chiffres définitifs, et on sait exactement combien... Voilà, ce serait idéal. Sinon, d'autres romans, sinon Sinon, plutôt des romans, parce que je trouve qu'un principe, c'est amusant de le tenir. Après ça, voilà, il faut trouver un principe qui soit juste, quoi. Eh bien, merci à tous les trois. Charlie Delvart, merci beaucoup. Chez Flammarion. Laurent Scheffer, Quantix, la physique quantique et la relativité en BD. Et c'est chez Duno. Et Michael Launay, le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens, chez Flammarion également. Merci à tous les trois. Merci à vous tous. Et merci à Corrèze Télévision qui a retransmis cet échange.